il y a lieu de s'inquiéter. On devrait accorder priorité à ce type de choses plutôt que d'aller vers ce qui fait l'actualité avec, bien entendu, certains du secteur culturel, hein, Lieutenant Dragon, mais particulièrement avec qu'est-ce qu'on entend dans la réalité du comportement de mon petit ami, hein, comme ça que je l'appelle. Même si petit ami devrait avoir une autre connotation, mais petit par rapport à son âge, le jeune Jérôme, qui s'est donc baptisé Boss Benz, je l'ai connu plutôt caméraman, hein. Je l'ai connu comme reporter de caméra, caméraman reporter. Et si en chemin, il a pu prendre le micro pour se débrouiller, j'aime ça et j'aime toujours encourager ceux-là qui avancent dans ce métier-là et c'est mon plaisir de les aider, de les encadrer. Mais quand il y a grosse tête, une leçon s'impose. Avant d'entrer dans cette dynamique de leçon à ce monsieur qui s'appelle Boss Ben ce soir pour lui parler par rapport à ce qu'il a fait valoir, à savoir que BS a échoué. Je me moque de lui. De quoi est-ce qu'on parle quand on dit quelqu'un a échoué? Échec dans quoi? Encore ce soir, si on prend le temps avec un papier en main ou en tout cas un système recorder pour écouter le BS qui parle, on pourrait par exemple tirer un maximum de leçons entre ce que l'histoire dit, ce que l'histoire donne, avec bien entendu les techniques et les approches de communication. Vous pourrez tout avoir. Et attention, ça peut être en français ou en créole, parce que ces deux langues-là, l'une pour ma mère, mais l'une par rapport à l'éducation que j'ai reçue. Parce qu'à l'école, l'autrefois, on avait cette obligation de parler le français à la maison et à l'école. Il y avait même ce type de symbole. Si on ne pouvait pas parler français en classe, eh bien, vous devriez, par exemple, vous conformer ou sortir dehors parce que on faisait des exigences par rapport à cette langue. Mais là aussi où ça m'a suivi, mais finalement ça devient pour moi un atout, c'est le fait, par exemple, d'arriver ici au Canada. J'ai fait quoi? Ma proposition de service à la radio CPAM et les exigences de base pour parler à la radio CPAM, c'est être en mesure d'animer les émissions en français. Donc c'est pas parce que on est sur le point de se faire intéressant et de parler français pour tenter de dire qu'on est différent des autres ou parce que on veut s'enorgueillir, dire qu'on est plus fort que l'autre, on parle français. Non. La radio CPAM pour laquelle je travaille a une obligation d'émission en français parce que cette licence qui lui a été octroyée fait l'obligation de réalisation d'émissions en français. Et c'est pourquoi quand vous écoutez la radio CPAM, vous entendez la seule station ethnique d'expression française en Amérique du Nord. Elle est à Montréal. La seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord, à Montréal. Et maintenant, si on me dit qu'il faudrait que je parle donc de ce qu'il a tenté de dire à mon sujet, hein, quand il parle d'échec, moi j'aurais aimé faire la leçon à ce monsieur-là ce soir, parce que qu'est-ce qu'il dit, c'est son métier, et qu'est-ce qu'on porte, comme si la vie du monde aurait été de ce qu'on porte. Moi, je vois, par exemple, Justin Trudeau qui arrive avec son point de presse, mais monsieur arrive bien simple, hein. J'ai aussi vu monsieur Donald Trump qui arrive, il n'a pas fait valoir ses vêtements, il est venu parler société. J'ai regardé, mais tellement de gens, c'est dans la réalité de la vie qui parle de ce qu'on réalise dans la vie dans le sens professionnel. Dans le sens professionnel. Et maintenant, certains métiers qu'on fait, laissez-moi prendre le temps d'expliquer à ce jeune homme, car je lui demande de s'asseoir pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire être un homme du métier de journalisme, être journaliste ou être professeur et même médecin. Il y a de ces professions qu'on choisit qui ne sont que des sacerdoces. S'il veut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire sacerdoce. Lorsqu'on fait une sacerdoce, c'est comme pour un pasteur dans le temps. Dans le temps, un pasteur ne pouvait pas être riche.
C'était un missionnaire qui avait pour devoir d'aller chez les gens et d'apporter le message de Dieu. C'était ça, un pasteur. Ici encore, parlant de sacerdoce, j'aurais pu dire un homme qui est professeur. Un homme qui est professeur. Un professeur reste là à la même classe et fournit les mêmes services, les mêmes leçons d'année après année. Il voit passer des élèves et il continue de donner, avec un certain recyclage bien entendu, les mêmes affaires, mais à chaque groupe d'enfants, à chaque groupe d'étudiants qui arrivent. C'est ça qu'on appelle certaines professions sacerdotales. Et quand on dit une profession est une sacerdoce, c'est parce que qu'est-ce que vous faites est pour le service public. Il n'y a pas lieu d'espérer fortune ou richesse. Mais si la richesse vient parce que progressivement on travaille à avoir un bon résultat dans ce qu'on produit, eh bien voilà, ça s'en vient. Mais pas pour être traumatisé par un sentiment cupide. Est-ce qu'il comprendra le mot cupide? John Wesley Delva. Est-ce qu'il pourrait comprendre donc? Est-ce qu'il serait en mesure d'appréhender le mot cupidité? Il y a certaines professions qu'on fait qui ne marchent pas avec la cupidité. Certains métiers marchent avec, bien entendu, rémunération. Et par la rémunération, l'occupation de sa famille. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on veut bien comprendre? Un professeur d'école fait son petit plan de vie sociale. Il se marie, il donne naissance à un enfant. Avec cet enfant né, maintenant, il prévoit l'éducation de l'enfant, aller à l'école dans un premier temps classique, dans un deuxième temps professionnel. Et ce qu'on entend par une école classique, c'est pas rabâcher. Il faut accepter de faire primaire et secondaire dans le temps. Et ici au Canada, par exemple, lorsque vous finissez avec, je m'excuse, les études classiques, vous entrez au cégep. Et après le cégep, ça c'est une première base de diplôme pour rentrer sur le marché du travail. Eh bien, vous allez avoir votre diplôme universitaire si vous poursuivez vos études. Et c'est là qu'il faut qu'on comprenne. Quand, par exemple, quelqu'un vous dit aujourd'hui, on n'a pas besoin de diplôme, qu'est-ce qu'on va faire avec les diplômes? Oui, on en a besoin. Parce que celui qui aujourd'hui apporte l'ensemble de logiciels qui facilitent la vie aux professionnels. Par exemple, aujourd'hui, à partir du studio La Merci Jean, me voici sur les ondes et qui envoie un signal sonore dans le monde. Je suis en liaison sur une station de radio du côté de Saint-Michel de la Talaye, n'est-ce pas? Je vous parle de la radio Voix de la Jeunesse. Je suis également sur une radio à New Jersey. Et cette radio à New Jersey s'appelle Radio Télé Micro-Sillon. En même temps, je suis sur Dari FM Port-de-Paix et voir la radio CPAM à Montréal et la radio Galaxy à Port-au-Prince. Donc, des études ont été faites pour être en mesure de créer des logiciels capables de nous amener. Et il semble que la chose est venue. Hein? On ne sait pas encore, mais j'ai un grattement au niveau de la gauche. Il faut que je sache, est-ce que ça s'appelle Kona? Vite demander à ce qu'on m'emmène chez le médecin, hein? Parce que la petite carte est là. Donc, je vous dis que certaines professions qu'on fait sont des professions sacerdotales, parce que quelqu'un qui demande à ne pas avoir une formation en menant vers un diplôme est une personne avec une idée limitée. Parce que autant qu'on travaille, autant qu'on avance, autant qu'on a donc un papier légal reçu par soit un collège, un cégep ou une université, ça fait de vous une personne référentielle pour la société. On peut se débrouiller, on peut se défendre avec des idées. On peut également être un autodidacte. Par exemple, dans le cas de certains professionnels de micro,
ils sont devenus des professionnels de micro de manière personnelle. C'est un autodidacte pour plusieurs. C'est comme ça qu'on les appelle. Et le mot autodidacte, c'est quand on se forme soi-même. Mais en réalité, s'il était possible d'aller à l'école pour avoir les techniques de base, l'approche théorique et finalement la pratique, ça aurait fait de nous des professionnels avisés, des professionnels de haut rang et de cadre, pas des roulibeurs, parce qu'il y en a qui sont également des roulibeurs. Ceci étant dit, par exemple, moi, hier soir, j'ai essayé d'analyser ce qui s'est passé du côté de Orlando, entre mes collègues de mon secteur, la presse culturelle, lorsque par la suite, j'ai fait, bon, possiblement dans mes dires, à un certain moment, j'ai tapé sur la main de Rigolo. Il a communiqué avec moi aujourd'hui. Et Rigolo ne s'est pas mis en colère. C'est en effet vrai que Rigolo va comprendre, s'il se mettait plus sage, il aurait fait le survol pour trancher sur la question, non pour faire la retransmission, mais plutôt pour essayer de dire, faisons la paix. Et malheureusement, la réalité de faire le direct était prioritaire pour plusieurs. J'ai aussi dit que Yvenet aurait pu faire la même chose. Et aujourd'hui, j'ai pris le temps de regarder l'approche de Yvenet. Il a tenté, hein. Faut reconnaître qu'il y avait ce glissement-là. Il avait tenté de remédier à la situation en demandant aux deux amis, en tout cas aux deux hommes du secteur culturel, de se rapprocher, de discuter, de vider les contentieux, comme on sait le dire. Mais malheureusement, le jeune homme n'a pas compris. Malheureusement, le jeune homme a préféré faire l'obéi. Il a préféré faire l'obéi. Quand j'ai vu autant de téléphones fixés sur les discussions sans qu'il n'y ait un modérateur comme tel, et même avec une tentative de celui qui les a invités en essayant de leur demander de retourner au calme, ils n'ont pas prêté attention à la demande de Joe. Ils ont continué à cracher la pagaille. Donc ça ne m'a pas plu et je dis certainement que je n'étais pas seul à être touché par ce grand mal. Et c'est à ce moment-là que maintenant, vous allez voir que certaines personnes vont demander à ce qu'il y ait correction dans cette lecture si laide qu'on a donc vue à partir de cette scène vendue par nos collègues de la presse culturelle. Est-ce que je n'ai pas parlé de manière sanctionnelle à Boss Benz? Oui. Est-ce que je n'ai pas également touché Junior Rigolo? Oui. Est-ce que je n'ai pas parlé de Guy Wewe? Oui. Est-ce que je n'ai pas parlé de Fredly Jean-Baptiste? Oui. Mais ils ont compris que mon approche était pour voir un monde si difficile aujourd'hui avec cette histoire de coronavirus qui peut faire l'objet de la mort de plusieurs s'il n'y a pas de guérison immédiate. Alors, temps de comprendre la chose, on me dit, parce que je ne l'ai pas écouté directement, mais on a tenté de m'envoyer des appuis. Monsieur a dit que je ne sais pas de quoi que je parle. BS a échoué. On me dit que monsieur a dit, etc., etc. Bon. Qu'est-ce qu'il entend par l'échec? C'est là mon petit point de discussion avec lui ce soir. Mais une chose qu'il aime dire aujourd'hui, c'est sans mété. Moi, je l'ai connu au temps de la formation d'Yakout, ça fait longtemps. Et puis moi, je dis, par exemple, ce soir, un petit extrait pas long, pas trop long, avant que je revienne donc faire le point pour lui. On écoute ça en partie.
Alors pour cette histoire de Sormété, par exemple, j'arrête ça. Je pourrais reprendre ça intégralement à la fin de mes réflexions ici que je cherche à exercer pour en effet faire comprendre l'autre dans ce qu'il explique dans son approche de se vêtir pour faire des pressions sur Guy Wewe. En tout cas, il ne l'a pas dit à propos de Rigolo. Mais qu'est-ce que je n'ai pas compris, c'est que il cherche donc à cibler chaque personne en fonction de la puissance d'écoute de la personne. Hein, Chacholov? C'est pas croyable que, par exemple, vous voyez un boss Benz qui était particulièrement un bon ami à Junior Rigolo et qui va, à un autre moment de la durée, essayer de tirer des boulets rouges sur Rigolo. Donc, je ne comprends pas qu'est-ce qui arrive entre les deux. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que Boss Benz n'est pas dans la même réalité professionnelle que Guy Wewe. S'il était, par exemple, un Guy Wewe de Montréal, on aurait cru que polémique entre les deux veut dire parce qu'ils sont dans la même place, donc il y a attention à partager entre les deux. Finalement, c'est non, parce que Guy Wewe est en Haïti et Guy Wewe fait son type de travail. Mais il insiste ici, dans un premier temps, pour expliquer que Guy Wewe, c'est pas parce que je veux prendre la défense de personne. Je refuse de prendre la défense pour personne moi-même lorsque je veux faire une analyse. Mais je fais la logique, à savoir, dans un premier temps, il a essayé de dire que Guy Wewe n'est pas un animateur, mais Guy Wewe est plutôt un simple technicien, parce que lorsqu'il est lorsqu'il fait ses reportages, il passe son temps à connecter des affaires, il passe son temps à connecter des bouts de fil, etc. Donc, parce que Guy Wewe fait lui seul ses connexions, donc il estime qu'il devrait utiliser ceci pour blâmer l'autre collègue. Finalement, j'ai l'impression que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce que ceci n'a pas marché, maintenant il va vers d'autres choses. Monsieur, il faut relever le niveau, s'habiller plus cher, etc. Bon, maintenant, qu'est-ce que je dis par rapport à un ensemble de gens que vous voyez avec certains vêtements? Aujourd'hui, parce que il a essayé de citer mon nom dans cette histoire, il faut voir le nombre d'appels que j'ai reçus. Des gens, ça me dire qu'ils savent voir mon ami le jeune au niveau d'un espace qui s'appelle Village des Valeurs. Moi, j'avais pas besoin de savoir tout ça. J'avais pas besoin de savoir tout ça. Mais le fait qu'on me parle de Village des Valeurs, je vais par exemple ce soir vous dire que, effectivement, vous pouvez voir une personne avec un super veston comme celui-ci et vous croyez avoir voir sur cette personne un veston extraordinaire. Mais attention, ici au Canada, il y a un endroit qui s'appelle Village des Valeurs où l'on donne un cadeau, certains vêtements de personnes de bonne bourse, hein. On donne ces vêtements-là et on les vend à marché réduit. Comme si on ne veut pas vous le donner en cadeau, on met un petit prix. Et le petit prix qu'on met au Village des Valeurs, c'est voir des gens se costumer avec une chemise, etc. Mais les costumes au Village des Valeurs, vous pouvez les acheter pour 7 $, 8 $, 9 $ au Village des Valeurs. Lorsque l'ami m'appelle pour me dire ABS, c'est, il pense pouvoir nous bluffer, mais nous savons que la plupart de ces choses sont achetées à Village des Valeurs. Bon, écoutez, ça c'est un cas. Ça c'est un cas. Mais effectivement, je vous dis, il n'y a pas que Village des Valeurs. Pour cette histoire de s'en mettre pour ne pas avoir à bluffer le monde. Hein, pour ne pas avoir à déranger le monde. Hein? Parce que se rendre au Village des Valeurs,
un espace où vous pouvez tout avoir, mais à un prix relativement bas, très, très bas. Donc, lorsque vous mettrez ça sur vous, vous pouvez bluffer le monde. Un deuxième endroit également où on donne cette chance à ceux-là qui sont à la recherche de vêtements, vous pouvez également vous rendre au sous-sol des églises catholiques. Ah, moi, je sais voir ça, hein? Au sous-sol des églises catholiques, des gens qui s'y rendent pour acheter plein de choses. Et puis quoi? Lorsque vous allez voir ces personnes-là avec leurs vêtements tirés de ces églises catholiques qui vendent des vêtements en don, eh bien, ça vous étonnera de voir que ce sont des choses de marque, mais achetées à $3, $4, hein? Et puis maintenant, il y a un troisième élément. Il y a un troisième élément. Après cette histoire de sous-sol d'église, village des valeurs, vêtements des morts, a précisé quelqu'un. Un troisième élément, c'est par exemple si on va vers un autre coin qui s'appelle marché aux puces. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà été au marché aux puces. Vous savez, quand vous arrivez au marché aux puces, c'est comme si vous étiez à l'intérieur d'un superbe grand magasin au marché aux puces. Mais attention, c'est encore la même petite affaire que si on rentrait dans un espace qui s'appelle Dollarama. Vous savez qu'il existe Dollarama. Si quelqu'un se plaint de n'avoir pas des verres à la maison, c'est parce que vous n'en voulez pas. Parce que arrivé au Dollarama, vous achetez une quantité de verres en fonction de vos moyens et les verres que vous achetez ne vous coûtent que des unités $1. Des unités $1. Hein? Luc Domo, des unités $1. Il y a un marché aux puces, il y a un marché punaise. Non, on ne peut pas marcher punaise. On me fait rire. Je veux être sérieux. Et voilà un autre ami qui me parle de friperie. Par exemple, il existe aussi un autre coin qui s'appelle Dollarama. Mais il y a également friperie. Et je veux être très honnête avec vous pour vous expliquer que vous pouvez même, par exemple, ne pas avoir beaucoup d'argent et d'entrer chez Winners. Il y en a qui connaissent Winners, par exemple. Arrivé à Winners, vous trouverez des articles de grand prix, mais attention, à des prix très, très, très bas. Donc, lorsque vous arrivez à Winners, il n'y a pas de discussion là-dessus. Vous allez trouver toutes les marques, hein, mais toutes les marques, je vous le dis. Si vous ne me croyez pas, rentrez une fois chez Winners et vous allez voir certains vêtements qu'on écrit à des prix très élevés. Ah ben, chez Winners, vous pouvez les avoir à un prix relativement bas. $30 pour une belle chemise, $38, $25, $29, etc. Donc, on ne peut pas passer son temps à tirer boulet rouge sur quelqu'un pour une idée de s'en mettre ou s'en pas mettre. Parce que l'habit ne fait pas le moine. Si vous voulez être un homme dans la dimension de ce qui se fait à travers les grands pays au monde, ça se donne uniquement dans la formation. Ça se donne à l'école. Ça se donne particulièrement sur un banc. Et par la suite, moi je veux croire, et c'est une vérité, autant qu'on connaît des choses, autant qu'on apprend à l'école, eh bien c'est autant qu'on est sage. Si vous voyez que quelqu'un parle avec arrogance, quelqu'un qui parle avec arrogance, en général, c'est parce que c'est quelqu'un qui est comme une sorte de personne parachutée. Au niveau de l'éducation, lorsque par exemple vous avancez le plus loin possible vers une certaine connaissance, eh bien, ça va faire de vous une personne sage, une personne modeste, une personne assez gentille. Parce que avec cette petite connaissance que vous avez, vous allez comprendre que vous n'en avez pas assez. Et progressivement, vous allez vous arranger pour en avoir davantage. C'est pourquoi que vous voyez, lorsque par exemple, vous avez un diplôme
collégial, eh bien, vous avez le rêve d'agrandir votre connaissance, vous allez à l'université ou à une faculté. Lorsque vous voulez avancer dans votre connaissance, vous finissez avec votre bac, vous dites qu'il vous faut une maîtrise. Et c'est encore à la recherche de plus de connaissances. Et puis, ça va faire de vous une personne totalement modeste et sage. Lorsque vous finissez avec votre maîtrise, maintenant, vous avez le rêve de grandir votre connaissance et vous dites qu'il me faudrait un doctorat. Et puis, vous allez être docteur dans tel domaine donné. Il y en a qui le sont devenus à partir de leur recherche approfondie, intellectuelle. Il y a de ces professionnels qui le sont devenus à partir de leur consécration, parce qu'il y a lieu de voir une consécration dans un métier et qui va faire de vous une référence. Mais lorsque vous parachutez, lorsque c'est un opportuniste que vous êtes dans votre métier et que ça vous donne des sous, ben ça peut faire de vous un orgueilleux. Et si vous êtes orgueilleux parce que vous faites quelques sous sans avoir été formé à une école pour la profession, eh bien, vous allez mourir avec beaucoup de douleur dans le cœur parce que finalement, dans le bilan, vous diriez simplement que j'ai expérimenté telle chose, j'ai fait tel effort, je parviens à tel niveau de vie, mais il y a une certaine connaissance que je ne peux pas. S'il y a lieu de grandes conférences ou de débats autour de la profession, vous ne serez pas en mesure de vous siéger. Vous n'allez pas avoir votre siège. Vous n'aurez pas de chaise dans le débat. Alors, parlant de réussite de la vie, il y en a qui croient qu'ils ont réussi parce qu'ils ont $1000, $2000, $3000. Et moi, je vais vous dire, si c'était pour 1000, 2000, $3000, je préfère ne pas en parler. Parce que mes amis, les gens qui me connaissent savent qu'est-ce que j'ai fait par rapport à des dollars. Mais mes dollars, pour moi, sont qu'est-ce que la réalité professionnelle veut. L'argent, serviteur, mais pas maître. Parce que lorsque vous faites de l'argent, votre maître, il vous domine, et bien vous perdez Dieu. Si, effectivement, il était ce chrétien que j'ai connu dans le temps, mon ami Boss Benz, il aurait fait la différence entre la foi, la croyance, par rapport maintenant à la cupidité. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui a dit, il n'y a pas de comparaison entre Dieu et Mammon. Ici, Mammon est sujet à, en tout cas, référence de l'argent. Et lorsqu'il veut encore voir l'argent, parce que dans toute cette discussion, c'est si vous faites de l'argent, si vous faites de l'argent, si vous faites de l'argent, comme quoi une obsession de l'argent est pauvre. Le type, dans ce qu'on fait, on peut se débrouiller. Mais quel argent pourrait-on faire avec une émission sur une station de télévision? Et quel argent pour faire à partir de cette application sur les réseaux sociaux? On se défend pour un 300, un 500, un $1000, un $2000. Dans l'addition, ça pourrait donner 1000, 2000, $3000, Boss Benz. Quel argent que tu as? Quel argent? Pauvre-toi. Donc, arrange-toi pour revoir la vie par le chrétien que tu étais dans le temps et tu comprendrais par l'effet du prix de ton âme. Jésus-Christ a dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Mais en réalité, pour faire ce que l'âme veut dire aux yeux de Jésus-Christ, il a dit, il faut donner à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Donc lorsqu'on court trop à la recherche de l'argent, on vend son âme à César et on n'a pas le goût de donner l'essence de son âme à Dieu. Et encore aujourd'hui, j'ai le goût de vous dire que voici le monde qui est face à un virus virulent. On est en train de faire un bilan négatif sur l'économie du monde.
Et comprenez dans quoi est-ce que l'État se retrouve actuellement. L'État demande aux citoyens de rester à la maison pour éviter un maximum de coronavirus. Et l'État veut de continuer à payer ces personnes-là pour qu'elles restent à la maison. Parce que si on ne reste pas à la maison, on va donner trop de complications à l'État. Trop de complications à l'État. Et maintenant, si on parle de Amazon, on comprend que de l'argent en manque. Si on parle d'American Airlines aujourd'hui, on va voir le nombre d'argent perdu sur cette durée de temps qu'exige le coronavirus pour rester à la maison. Monsieur La Douceur me juste, bonsoir, merci d'être là. Si on fait référence aujourd'hui à presque toutes les lignes aériennes, on comprendra qu'aujourd'hui, l'argent devient un élément dérouté, un élément frappé par le sort de ce virus qui s'appelle Corona, le coronavirus. Et si on fait encore référence à ce qu'est l'argent, vous comprendrez que Emmanuel Macron en France, Donald Trump aux États-Unis, Justin Trudeau au Canada, le tout est composé par un seul discours. Protégez-vous, 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 parce que le coronavirus fait rage et ravage. Donc aujourd'hui, on ne parle pas d'argent. Aujourd'hui, on ne parle pas de richesse. Aujourd'hui, on ne parle pas de fortune. Aujourd'hui, on parle de protection de la vie. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Ce n'est pas ce que vous portez sur vous, mais c'est exactement la protection de votre vie, parce que la vie aujourd'hui est plus importante que ce qu'on porte sur la peau. Donc, on doit finir avec ce type de discussion de s'embêter lorsqu'on sait que ce que vous avez sur vous peut être simplement un petit achat, comme on a tenté de me le dire aujourd'hui, un petit achat au village des valeurs. Ce que vous portez sur vous peut être un achat au friperie. Ce que vous portez sur vous peut être un élément acheté au marché aux puces. Ce que vous portez sur vous peut être également un petit peu plus élevé, quelque chose acheté au Winners, par exemple. Et puis, lorsque vous finissez de mettre un vêtement, votre corps souille ce vêtement-là. Et même si vous avez beaucoup de parfum sur vous, vous pourrez réaliser que après une journée, le vêtement mérite d'être jeté et d'aller se laver. Dernier élément qu'il faudrait que je précise par rapport à cette histoire de porter des vêtements. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir des gens qui portent des vêtements avec des tickets de vente. Vous avez vu certaines fois des gens qui portent des vêtements, Gracia Delva sait le faire. Vous arrivez dans un magasin, vous achetez quelque chose pour un show, et fini le show auquel vous avez été, vous retournez au magasin et vous remettez le vêtement. Donc pour savoir si quelqu'un a vraiment beaucoup de vêtements, il faudrait aller dans son placard. Donc c'est pas vrai que des vêtements portés lors de soirées ou autres sont des vêtements que vous achetez définitivement. Un dernier élément, Macal du Piton, c'est qu'on peut par exemple rentrer dans un magasin et louer un vêtement. Donc, vous pouvez rentrer dans un magasin et louer un vêtement. Et lorsque vous louez un vêtement, vous le portez sur vous, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que on vous a vu chic, mais au lendemain, vous avez pour devoir de remettre ce vêtement-là. Donc, c'est pas une question de sommité, c'est une question de qu'est-ce que vous êtes dans votre niveau académique. Est-ce que vous avez été à l'école? Est-ce que vous avez une certaine chose dans la tête? Est-ce que vous pouvez articuler qu'est-ce que vous avez dans la tête? En français, en créole, en anglais, en espagnol, à travers une langue quelconque. C'est la tête qui est la force. Et maintenant, parlant de échec, il faut revenir sur la personne qui est en face de vous pour comprendre que ce monsieur né
en 1963 et qui n'avait pas de maman intellectuelle ou papa intellectuel, il va devenir une référence intellectuelle. Mon ami, si on fait un lot de personnes de cerveau dans mon pays, on dirait BS en fait partie. Donc, on ne peut pas parler échec pour quelqu'un avec la capacité d'analyser la réalité de sa vie, la réalité de la vie de sa société et sa vie personnelle. Parlant de ma société, le bilan a déjà été fait. Je ne sais pas où est-ce que toi tu vas y être dans le temps à venir. Mais parlant de BS, le social dit qui je suis chez moi. Mon ami, Benz, boss, le faux boss Benz. Mais je dois également te dire, mon tiom, mon petit frère, que réalité de famille, ma fille aînée a une maîtrise en sciences infirmières et elle est professeure. Elle est professeure, ma fille aînée. Ok, mon tiom, à un cégep qui donne des cours de infirmière. Mon deuxième enfant, un garçon, Benson Sylvain, va sur son profil Facebook pour voir. C'est un architecte. Et par-dessus tout, un humoriste. Mon fils. Mon troisième fils, Berman Sylvain, celui de qui vous définissez l'échec, monsieur le boss Benz. Mon troisième fils est un avocat étudiant. Mais une partie réalisée, exécutée, finie. OK? Le troisième fils, boss Benz, il est un homme de droit. Boss Benz, ma fille, quatrième enfant, elle est sociologue et elle poursuit ses études, boss Benz. Et il y a un petit bijou en chemin qui arrive, mes réserves sont pour lui. Donc j'ai le goût de te dire, pas s'en remettre, mais plutôt qu'est-ce que tu as dans la tête ce soir, parce que finalement dans le bilan, il faut analyser ton niveau et ton savoir.